De même que nous balançons nos bras en marchant, certains dinosaures agitaient leur queue d'un côté à l'autre dans la direction opposée à chaque pas. De cette façon, ils gardaient l'équilibre et conservaient leur élan. Les singes et les écureuils, eux, utilisent leur queue pour s'accrocher à une branche. Les alligators ont une très longue queue qui les aide à nager plus vite. Les chiens remuent la leur pour communiquer, par exemple lorsqu'ils sont heureux. Les crocodiles ou les kangourous utilisent leur queue pour se protéger si un animal les poursuit. Et oui, les oiseaux, les reptiles, les mammifères et même les poissons ont une queue. Pour les mammifères, elle constitue une aide précieuse pour garder l'équilibre. Mais les humains, eux, marchent sur deux jambes et n'en ont donc pas vraiment besoin pour rester droits. Avoir une queue pourrait au contraire nous ralentir et rendre la marche plus difficile. Nos queues ont évolué il y a déjà plus de 500 millions d'années. Nos ancêtres utilisaient la leur pour nager comme les poissons. Les primates avaient besoin d'une queue pour s'équilibrer lorsqu'ils grimpaient aux arbres. Mais il y a 25 millions d'années, lorsqu'ils se sont séparés des primates et ont évolué, les singes ont perdu leur queue. Lorsqu'ils marchent sur quatre pattes, les animaux ont besoin de beaucoup de carburant pour chaque pas effectué. Mais marcher debout sur deux pattes nécessite moins d'énergie, car la gravité fait une partie du travail. Et oui, lorsque tu fais un pas, la gravité te tire un peu vers l'avant. C'est ainsi que les humains économisent 25% d'énergie en marchant sur deux jambes seulement. Les humains n'ont donc plus besoin de queue. Lorsque nous nous déplaçons, notre tête se trouve au-dessus de notre corps et non devant, comme beaucoup d'animaux. Avoir une queue signifie également avoir un membre supplémentaire dont la croissance et l'entretien nécessitent de l'énergie. Or, l'évolution a fait en sorte que nous ne perdions jamais d'énergie superflue. Dans la nature, perdre ne serait-ce qu'un peu plus de force que nécessaire signifie que l'on peut être plus rapidement tué et mangé. Il existe des gènes responsables du développement des queues. Les scientifiques pensent que des mutations ont modifié au hasard certains singes il y a 20 millions d'années et leur ont fait pousser juste un moignon de queue, voire rien du tout. Plus tard, cette mutation est devenue la norme chez les humains et les singes. Tout d'abord, les primates étaient beaucoup plus grands que les singes, ce qui favorisait leur chute lorsqu'ils grimpaient aux arbres. Mais pour une raison encore inconnue, leur mutation est devenue un avantage, car ils ont continué à se développer et à évoluer, devenant plus forts et plus équilibrés sans queue. Les humains sont plus petits, plus légers et ont des os plus fins que leurs ancêtres d'il y a 100 000 ans. Cette évolution a été progressive, mais elle est devenue plus visible au cours des 10 000 dernières années. L'environnement, la génétique et les habitudes de vie, comme l'utilisation de la technologie et le régime alimentaire, ont tous eu une incidence sur notre taille. Il y a 40 000 ans, les hommes européens mesuraient en moyenne 1,83 m. Ils étaient à la fois chasseurs et cueilleurs et vivaient dans des conditions difficiles et éprouvantes. Leur mode de vie était très exigeant sur le plan physique et ils avaient besoin d'un corps imposant pour survivre. Mais il y a 10 000 ans, les hommes européens mesuraient 1,63 m. De nombreux scientifiques pensent que ce phénomène est dû au changement climatique et à l'adaptation à l'agriculture. Aujourd'hui, les hommes européens mesurent en moyenne 1,75 m. L'amélioration des soins de santé et de l'alimentation a entraîné une augmentation de la taille au cours des 2 derniers siècles. En outre, les humains ont désormais des mâchoires et des dents plus petites. Depuis que nous avons commencé à cuisiner, les aliments sont plus tendres et nous n'avons plus besoin de dents et de mâchoires aussi fortes qu'avant pour les mâcher. À mesure que nous vieillissons, notre visage devient de plus en plus asymétrique. Nos os ne se développent plus après la puberté, mais le cartilage, lui, continue de le faire. C'est pourquoi le nez et les oreilles grandissent et changent à mesure que l'on vieillit. Certaines choses qui affectent notre visage ne se produisent pas des deux côtés. Si la peau commence à s'affaisser sur le côté droit de ton visage, cela ne signifie pas forcément que la même chose se produira sur le côté gauche. On ne peut pas pleurer dans l'espace. Les larmes peuvent se former, mais elles ne peuvent pas tomber, car il n'y a pas de gravité, et elles ne peuvent donc pas couler. L'eau qui s'accumule au coin de tes yeux y restera comme une bulle jusqu'à ce que la larme devienne si grosse qu'elle se déplacera ailleurs sur ton visage, ou que tu la fasses disparaître. Une grande partie de la poussière que tu vois dans ta maison est constituée de vieilles particules de peau. Nous perdons 30 à 40 000 cellules de peau chaque minute, car notre peau se régénère. La vieille peau produit 1 milliard de tonnes de poussière dans l'atmosphère. La peau est le plus grand organe que nous ayons. Elle représente 15% du poids total de notre corps. Il y a plus d'organismes vivants sur ta peau qu'il n'y a de personnes sur notre planète. C'est donc un minuscule écosystème avec plus de 1,5 trillion de bactéries. Si tu te fais plus souvent piquer par les moustiques que ton voisin, il peut y avoir plusieurs raisons. Nous émettons du dioxyde de carbone lorsque nous expirons et nous en produisons davantage lorsque notre corps est plus actif, par exemple pendant une séance de sport. Or, les moustiques peuvent détecter les changements de dioxyde de carbone dans leur environnement.
Plus il y a de CO2, plus il y a d'hôtes potentiels dans les environs, et plus ils se dirigent vers toi. La peau de certaines personnes a également une odeur spécifique qui les attire davantage. C'est une combinaison de la génétique et des bactéries présentes sur notre peau. Les moustiques évitent les personnes dont la peau abrite de nombreux microbes différents. Et ils seront aussi plus attirés par toi si tu portes du noir. Le bourdonnement que tu entends dans tes oreilles quand ces insectes sont là n'est qu'un phénomène secondaire lié au battement de leurs ailes. Lorsqu'un moustique te pique, il perce ta peau et utilise une partie spéciale de son corps pour prélever ton sang. Ce faisant, il injecte de la salive dans ta peau. Ton corps réagit alors à cette salive, ce qui se traduit par une sensation désagréable et une éruption. Le cerveau humain ne représente que 2% du poids total de notre corps, mais c'est l'organe qui brûle le plus d'énergie. Lorsque nous nous reposons, ce qui signifie que nous ne sommes engagés dans aucune activité particulière, juste des activités de base comme respirer, nous réchauffer ou digérer, le cerveau utilise encore jusqu'à 25% de la quantité totale d'énergie dont dispose notre corps. Cela représente 350 à 450 calories par jour. La majeure partie de cette énergie sert à permettre aux neurones et aux cellules du cerveau de communiquer entre elles. Elles le font par le biais de structures appelées synapses, et ce processus est l'un des plus exigeants en énergie dans le cerveau. Nous passons un tiers de notre vie à dormir et une bonne partie de cette période est consacrée aux rêves. Pourtant, la plupart du temps, on ne se souvient d'aucun de ces rêves au réveil. Et même si cela arrive, il y a de fortes chances pour qu'ils se volatilisent quelques minutes après le réveil. Les scientifiques ont une théorie pour expliquer ce phénomène parfois agaçant. Lorsque nous nous endormons, certaines parties de notre cerveau se mettent hors ligne, mais pas toutes en même temps. L'hippocampe est une structure située à l'intérieur du cerveau, dont la principale fonction est de transférer les informations de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Oui, c'est elle qui est chargée d'apprendre de nouvelles choses. L'hippocampe est l'une des dernières zones à s'endormir. Cela signifie qu'elle pourrait aussi être la dernière à se réveiller. Dresser des dragons, passer l'examen de mathématiques pour lequel tu n'avais pas étudié, essayer de courir alors que tes jambes ne peuvent pas bouger, tu peux avoir tes derniers rêves dans la mémoire à court terme, mais comme l'hippocampe n'est pas encore tout à fait réveillé, ton cerveau n'en gardera aucun. Cela ne signifie pas que l'hippocampe n'est pas du tout actif pendant la nuit. Il est en fait occupé à stocker nos souvenirs existants et ne travaille donc pas sur les souvenirs à court terme comme les rêves. Nous sommes plus fatigués lorsqu'il fait chaud dehors. Lorsque nous passons du temps au soleil, notre corps doit travailler dur pour maintenir une température normale et constante. Cela dilate les vaisseaux sanguins, ce qui signifie que plus de sang peut circuler près de la surface de notre peau. Le sang chaud peut se refroidir et libérer de la chaleur lorsqu'il passe près de la peau. Comme le flux sanguin est accru, il se peut que tu sois plus rouge lorsque tu as chaud. Ton corps sécrète de la sueur qui s'évapore et rafraîchit la peau lorsqu'il fait trop chaud. Mais pour effectuer ce travail supplémentaire, le taux métabolique, soit le nombre de calories dont on a besoin pour fonctionner normalement, et le rythme cardiaque augmentent. Cela donne logiquement envie de dormir. Approche-toi d'un miroir et expire par le nez. La surface du miroir s'embuera. Il y aura 2 traces de vapeur d'eau, mais l'une est plus grande que l'autre, car la plupart du temps, nous expirons par une seule narine à la fois. En fait, 75% de notre respiration se fait par une narine et 25% par l'autre. La narine dominante change tout au long de la journée, en moyenne toutes les 2 heures. Certains pensent que cela permet d'accroître l'humidité des 2 côtés afin qu'aucun d'entre eux ne soit trop sec. Trop bien fait!